Une enquête pluridisciplinaire sera initiée pour élucider les circonstances de l'assassinat du député national Chérubin Okende, annonce faite par le gouvernement après une réunion sécuritaire. Nous allons également prendre les réactions de la SENCO et le FCC à la suite du décès de Chérubin Okende. Ils montent au créneau à travers un communiqué pour condamner cet assassinat. Ce 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française. Un défilé militaire est organisé à l'occasion sur la route des Champs-Élysées en présence du président de la France, Emmanuel Macron. African Basket 2023, les Léopards de la RDC affrontent aujourd'hui en demi-finale les Lions de l'Atlas au Maroc. Hier, les Fauves congolais ont éliminé le Nigeria au terme d'un score serré 74-72. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Quelques heures après l'assassinat de Chérubin Okende, député national et cadre de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le chef du gouvernement a réuni différents services spécialisés, FRDC, PNC et ANR, pour notamment faire le point sur cette disparition tragique de l'ex-ministre des Transports. D'après le porte-parole de l'exécutif national qui s'est livré à la presse, une enquête pluridisciplinaire a donc été ouverte pour élucider les circonstances de ce crime. On écoute Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Christian Calanger. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour que une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout. Dans la foulée des réactions, la SENCO et le FCC qui sont montés au créneau dans un communiqué, ils ont condamné l'assassinat de Chérubin Okende. Après la mort de l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, les réactions tombent dans tous les sens. Du côté opposition FCC comme la SENCO, tous très choqués de ces meurtres ignominieux. La plateforme politique de Joseph Kabila, Front commun pour le Congo, a au travers un communiqué présenté ses condoléances aux familles biologiques et politiques de Chérubin Okende. Surtout condamne avec la plus grande fermeté cet assassinat odieux et exige une enquête indépendante afin que les circonstances de ces crimes qui révoltent la conscience humaine soient élucidées le plus rapidement possible. De l'autre côté, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a lui aussi dans un communiqué de presse condamné sans réserve ce meurtre crapuleux d'un opposant politique en cette période préélectorale. Elle en appelle aux autorités congolaises de faire toute la lumière sur ces crimes sauvages et sanglants. Le premier suspect dans cette affaire est déjà aux arrêts, selon le procureur général près la Cour de cassation. Ce dernier a indiqué que les enquêtes se poursuivent.
À la CENI, Denis Kadima a échangé hier avec une délégation du Centre Carter conduite par Edouard McMahon. L'entretien a tourné autour des préparatifs des élections générales de décembre 2023, particulièrement sur la possibilité de cette organisation non gouvernementale américaine de mandater une mission d'observation électorale internationale à long terme en RDC. On écoute le chef de la mission au sortir de l'audience. Je suis le leader d'un groupe envoyé par le Centre Carter pour évaluer la situation électorale afin d'étudier la possibilité de l'envoi d'une possible mission d'observation internationale. Donc c'est dans ce contexte, nous prenons contact avec les partis politiques, le gouvernement, les ONG et bien entendu la CENI. Nous avons eu une discussion très fructueuse avec le président de la CENI et ses collaborateurs. Ils nous ont informés de l'état actuel des préparations pour des élections et nous sommes très heureux d'avoir reçu de la part de la CENI et de la gouvernement également une invitation d'envoyer une mission. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Il est envisagé que ça pourrait être une mission à long terme pour vraiment connaître la réalité des choses ici et avoir une présence pendant une période de temps étendue autour des élections. On a eu une réception très positive. Nous sommes très heureux d'être ici au Congo et nous espérons pouvoir avoir des élections légitimes et crédibles qui peuvent profiter à tous les peuples congolais. Dans le registre similaire, le regroupement politique AB50 a bouclé l'opération de dépôt des dossiers de ses candidats. Son autorité morale, Julien Paluku, a clôturé la démarche hier par le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Martial Bendelon. C'est à partir du territoire de Lubero, sa circonscription électorale, que Julien Paluku annonce la fin des opérations du dépôt de candidature de son regroupement politique. Le meilleur élu du territoire de Lubero en 2018 est arrivé ce jeudi à Lubero Centre pour déposer la dernière liste des candidats de son parti, les Burek, lui-même faisant partie de la dite liste. C'est au nom du regroupement Alliance Bloc 50 et de notre cher parti Les Burek que je suis dans la région ici. Et maintenant, je suis au chef-lieu du territoire de Lubero. Je suis venu encore, comme je l'ai fait en 2018, déposer ma candidature avec d'autres policiers pour affronter les élections et ainsi respecter les prescrits de la loi pour m'apprêter à affronter les élections en décembre et avec notre candidat président qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Julien Paluku se réjouit du fait que son regroupement politique soit compté parmi ceux qui ont atteint et même dépassé le seuil de recevabilité et d'éligibilité exigé par la CENI. Nous sommes au-delà du seuil demandé par la CENI parce que nous sommes à 468 candidats. On a déjà déposé presque toutes les candidatures. Je suis venu ici signer la fin du dépôt des candidatures à travers la République. Et donc nous avons largement dépassé le seuil demandé par la CENI de 168 candidats. Et donc je crois que chez nous, le problème du seuil de recevabilité et le problème du seuil d'éligibilité ne se pose pas à l'Alliance Bloc 50. C'est aussi ici, à Lubero, où Julien Paluku a commencé sa carrière dans l'administration comme administrateur du territoire assistant en 1998 pour devenir ministre 25 ans plus tard, après avoir échelonné quasiment tous les niveaux. 2 fois maire, élu député provincial, puis gouverneur de province pendant 12 ans et une fois élu député national. Depuis près d'une semaine maintenant, l'autorité morale de l'AB50 est en mission essentiellement politique dans l'est du pays pour superviser les opérations du dépôt des dossiers des candidats de son regroupement politique, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. En Ituri, lancement à Bunia des opérations de contrôle physique et biométrique des militaires actifs de la 32e région militaire par une délégation de l'inspection générale des forces armées. Objectif, avoir la maîtrise des effectifs réels et d'identifier les militaires. Et c'est le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya, qui a été le premier, vous allez voir, à effectuer ce contrôle. L'ego a été donné par le gouverneur militaire de l'Ituri à l'esplanade du gouvernorat. Le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage ainsi aucun effort pour la montée effective en puissance des FARDC qui passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Pour y arriver,
Un contrôle physique et biométrique de militaires actifs doit se faire sans complaisance dans les 3 zones de défense. En Ituri, à la 32e région militaire, c'est les gouverneurs militaires et commandants d'opérations, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, qui a été premier à se faire contrôler. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori des contrôles devant les collèges des inspecteurs de l'inspectorat général de FARDC, le gouverneur militaire de l'Ituri a déclaré aucun militaire sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ses compagnons d'armes à s'apprêter pour ces contrôles obligatoires. Aujourd'hui, nous allons connaître la réalité sur nos effectifs. Vous savez que depuis longtemps, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de notre armée. Et là, le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les officiers que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Selon le général Mutombo Alexis, chef de la délégation, ces contrôles physiques et biométriques a débuté depuis le mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toute l'étendue des provinces où les éléments de forces armées sont déployés. Pour lutter contre la fraude et la contrebande qui s'opèrent dans le secteur informel de la vente d'or issu de l'exploitation artisanale, le gouvernement congolais avait signé en décembre 2022 un accord de joint venture avec Primera Group Limited. Après 6 mois d'exploitation, les délégués des actionnaires dont Primera Gold DRC-SA ont visité mardi dernier la raffinerie Auric Hub à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, raffinerie où est traité l'or d'exploitation artisanale qu'exporte officiellement Primera Gold DRC. Cette visite à Abu Dhabi des administrateurs de Primera Gold DRC, précise Joseph Kazibaziba, le directeur général de cette entreprise, avait pour but d'évaluer tous les processus de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la consommation sur le marché international de l'or certifié à 99,9% comme provenant de la RDC et c'est après la transformation et les raffinages. Nous avons vu leur laboratoire, les méthodes d'analyse, les méthodes de certification, le type d'opération qu'ils font et je dois avouer que j'en sors personnellement satisfait. Pour le président du conseil d'administration de Primera Gold DRC, la République démocratique du Congo mérite d'avoir, dans un futur proche, une raffinerie digne de ce nom au regard d'énormes potentialités en or qu'elle regorge. Mais pour y arriver, Primera Gold DRC, entreprise du portefeuille de l'État, devrait atteindre une masse critique en termes de quantité d'or pour donner un sens aux activités de telles raffineries. Il est important de souligner qu'à terme, ce traitement de l'or se fera en RDC avec notre propre raffinerie. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, Primera Gold a exporté 2 tonnes d'or dans 650 kilos seulement au courant du mois de juin. Ce rythme de croisière nous rend confiants quant à l'objectif d'1 tonne d'or d'ici le mois de décembre 2023 que nous souhaitons atteindre. Cette tonne d'or représentera un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars par mois qui sont rapatriés mensuellement dans nos banques commerciales. Signalons qu'après la tenue de son conseil d'administration, suivi d'une assemblée générale mixte des actionnaires à son siège, il a été décidé d'accompagner les communautés locales disséminées dans et autour les sites miniers affectés par les activités avec des projets à impact visible. Malgré la lutte que mènent les autorités de la RDC contre les érosions dans la commune de Mangafula, précisément au quartier Sans Fil, des grosses têtes d'érosion emportent des maisons ainsi que des rues. La population de ce coin se voit exposée à des grands risques de vie et lance un SOS aux autorités. Nathan Diamouete. La lutte contre les érosions dont les autorités congolaises font preuve par les aménagements des sols n'arrive guère à produire des résultats probants. Connaissant que la ville-province de Kinshasa regorge plus de 600 têtes d'érosion qui guettent cette mégapole. Une réalité difficile des contourner qui, à chaque averse, les Kinois se voient devant des scénarios tragiques. Des maisons, des roues sont emportées. C'est ici le cas du quartier Sans Fil de la commune de Mangafula qui subit une sérieuse menace d'une grande tête d'érosion. Cette situation préoccupe les habitants de ces coins qui lancent leurs cris de détresse. Lorsque nous alertons les autorités du pays, c'est parce que ça fait très mal de voir ces érosions devant nos maisons. Nous ne parvenons pas à bien dormir la nuit lorsqu'il pleut parce que nous sommes obligés de sortir pour protéger nos familles ainsi que nos biens. Nombreux parmi nous se retrouvent sans abri en ce moment
Et jusqu'à présent, aucune autorité, encore moins une société n'est passée par ici. Malheureusement, avec nos amis de grands travaux, chaque fois qu'ils font des travaux, ils n'ont pas le suivi. Ce qui a fait qu'ils ont travaillé. Si vous voyez ici, il y a l'argile. Voilà. Et de l'autre côté, que les maisons sont en train de partir, il y a encore des terres, des sablonnés. Ce qui a fait que quand ils ont travaillé avant, les travaux n'étaient pas bien faits. Pour la petite histoire, les travaux ont été effectués sur ces sites en 2014. Malgré cela, les fonds n'avaient servi à maîtriser cette érosion. La population de ce quartier plaide pour une éradication de ces têtes d'érosion qui constituent une menace réelle dans cette partie de la capitale congolaise. Le collectif des chefs de quartier de l'Ansele dément les propos mensongers du chef du quartier Mpassa 1 qui accuse le bourgmestre Franck Mbo Nzolameso de spolier les terrains des sinistrés de Bandal, Makelele, Ngaliema et Kitambo. Ces derniers dénoncent la campagne dite de diabolisation contre l'autorité municipale. Le bourgmestre de la commune de Nsele, Franck Mbo Nzolameso, n'a jamais spolié le terrain attribué depuis le 21 mai 1990 aux sinistrés de Bandalungwa, Makelele, Ngaliema et celle de Kitambo. Cette confirmation émane de tous les chefs de quartier qui composent la municipalité de l'Ansele. Ces derniers précisent que l'actuel bourgmestre, Franck Mbo Nzolameso, s'inscrit dans la bonne gouvernance. Dans ces pratiques-là, vous voyez, Aimé doit cesser ces bêtises-là. Ça doit être une affaire qui vient de loin. Ça, en tout cas, nous déplorons ça. Nous avons un bourgmestre que nous devons protéger. Parce que nous voyons déjà la lueur de la bonne gouvernance à partir de lui. On ne peut pas faire des choses pareilles. La personne du bourgmestre de la commune de l'Ansele, Franck Mbo Nzolameso, c'est un messier qui est venu pour redorer l'image de la commune de l'Ansele. Et nous, les chefs de quartier, nous devons l'encourager, de soutenir. Bourgmestre n'a pas prérogative naïe et sengami naïe kotala pour la bonne marche de l'administration à procéder na ba permutation juste na souci moko ya ko bongisa musala ba ko tione sika ba monte sika yozali ozo travailler malamu te ba lukinde kwa sengeli ba tie wana ba tinde sika musu pe sika yo ke wana ezaka continuité ya administration soko oza lésé soit au CPLT. Il ne faut pas faire comme notre ami Aimé vient de faire. Il a tenu des propos téméraires et versatoires à l'endroit de l'autorité municipale. Toutefois, les sinistrés de l'espace Mpassa 1 dans la commune de l'Ansele dénoncent la complicité du chef de quartier Mpassa 1 et de quelques chefs coutumiers du coin. Lutte contre le paludisme, plusieurs organisations de la société civile congolaise se sont réunies à l'Hôtel Royal pour échanger sur le rapport de l'OMS sur cette maladie qui a tué de nombreuses personnes en RDC et ailleurs. Il était aussi question de prendre connaissance des actions planifiées par le programme national de lutte contre le paludisme. Il n'y a pas que les sida et autres maladies qui tuent, mais aussi les paludismes. Réputé comme une maladie très dangereuse qui a déjà tué plusieurs personnes en RDC et à travers le monde. Selon les rapports de l'OMS, depuis l'année 2021, plus de 18 636 personnes sont mortes du paludisme et 29 36 741 cas estimés. 24 959 997 des cas estimés et confirmés des personnes vivant avec les palus. Voilà qui justifie la rencontre de plusieurs organisations de jeunes dans la salle des réunions de l'Hôtel Royal, entre autres la jeunesse congolaise vers la voie du savoir, Impact Santé Afrique, programme national de lutte contre le paludisme, réseau des associations congolaises de jeunes, RACOJ, dans une réunion task force de lutte contre le paludisme pour promouvoir l'apport de l'organisation de la société civile. Avec objectif d'évaluer les réalisations des recommandations des dernières réunions de l'année 2022, amener les organisations de la société civile à réfléchir sur leurs contributions et leur permettre de prendre connaissance des actions planifiées par les programmes nationaux de lutte contre le palu et faire la restitution. Comment être indépendant? Comment trouver une occupation pendant cette période des vacances? Plusieurs jeunes se sont livrés à la fabrication artisanale des accessoires en perles. Ce métier devenu à la mode ces derniers temps dans différents quartiers et communes de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails avec notre équipe qui s'est rendue dans la circonscription de Massina.
À Kinshasa, l'esprit entrepreneurial anime bon nombre des jeunes Congolais qui font preuve de leur créativité, notamment dans la fabrication artisanale des accessoires en perles de différentes couleurs, tels que les sacs, les colliers, les pots de fleurs, des cruches, des babouches et tant d'autres. Ces articles attirent une clientèle variée par leur beauté et sont beaucoup achetés parfois pour des raisons d'ornement. Pour ces entrepreneurs, ces initiatives sont d'une importance capitale car elle est une très bonne chose parce qu'elle aide à devenir autonome dans un environnement où l'emploi pose problème. C'est une occasion pour eux d'être valorisés auprès de la population qui s'en approprie en considérant des objets venant d'eux au lieu de se fier toujours de ce qui vient d'ailleurs, une façon d'encouragement pour ces jeunes entrepreneurs. Parmi eux, Christanvi Eyessé, jeune entrepreneur. Pour fabriquer d'abord des sacs, on a besoin de perles, fil maurice ou soit fil de pêche, ciseaux, une lame de rasoir et puis une aiguille. Cela fait déjà presque 8 mois depuis que j'ai commencé à faire des sacs. Je l'ai appris sur une page Facebook qui au début c'était pas facile pour réaliser même un petit sac parce que c'est un peu compliqué pour réaliser un sac. Mais avec le temps, j'ai appris et puis je me suis beaucoup plus focalisée sur ça. Voilà pourquoi je suis arrivée à réaliser non seulement que des sacs, mais maintenant je réalise aussi des bracelets, des colliers. Oui, je forme déjà des gens. Ici à Kin, j'ai fait déjà presque 3 éditions. Je fais une édition à Boma pour la formation de tout ce que je connais faire. En perspective d'avenir, cette jeune entrepreneur veut aider les autres à lui emboîter les pas par la création d'un grand centre de formation et une grande entreprise, mais cela nécessite un soutien auprès de la population congolaise qui doit valoriser ses marques artisanales au lieu de consommer ce qui vient de l'extérieur. Dans l'actualité panafricaine, guerre au Soudan, la Cour pénale internationale vient d'ouvrir une enquête sur des possibles nouveaux crimes de guerre au Darfour. L'annonce est du procureur de la CPI au Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après la juridiction, l'escalade des violences dans le pays après 3 mois de conflits suscite une grande préoccupation. Un conflit qui a débuté le 15 avril 2023 et qui oppose les 2 généraux au Soudan, dont Abdel Fattah al-Burhan, contre Mohamed Abdan Daglo. Ces conflits a déjà fait 3000 morts, plus de 3 millions de déplacés, de nombreux pillages, incendies des maisons et une fosse commune découverte à Darfour. Plusieurs pays, ONG et experts ont déjà tiré la sonnette d'alarme de ramener la paix. La CPI à son tour a annoncé des enquêtes sur des crimes de guerre dans la région de Darfour, près de la frontière avec le Tchad. Cette enquête permettra à la Cour pénale internationale d'enregistrer des nouveaux crimes de guerre. Karim Khan, procureur général, a accusé les autorités et les rebelles soudanais de ne pas assez coopérer avec ses services. Il est essentiel que tous ceux impliqués dans les hostilités reconnaissent même tard qu'ils doivent respecter leurs obligations vis-à-vis du droit international. Il ne peut plus y avoir d'excuses, de faux fuyants, des justifications à ce qui est intolérable et injustifiable et qui cible les gens les plus vulnérables de l'humanité. Les procureurs ont ensuite recommandé à ces équipes de donner plus de priorité aux crimes contre les enfants, les crimes sexuels et aux violences basées sur le genre. La CPI voudrait éviter que l'histoire de 2005 ne se répète en mettant toutes les dispositions possibles afin de mettre fin aux crimes qui ravagent le Soudan. Et en Europe, la France a déployé le tapis rouge au Premier ministre indien Narendra Modi, l'unique invité de la célébration du 14 juillet. Comme chaque année, un défilé militaire a été organisé sur les Champs-Élysées en présence du président français. Le 14 juillet est un événement marquant la prise de Bastille en 1789 et le début de la démocratie en France. Allez, on passe au sport. Afro-CAN Basket 2023, les Léopards de la RDC affrontent aujourd'hui en demi-finale les Lions de l'Atlas du Maroc. Hier, les Fauves congolais ont éliminé le Nigeria au terme d'un serré 74-72. On revient sur ce succès avec notre envoyé spécial, Christian Bokaya, sur place à Luanda en Angola. Vous avez suivi cette rencontre de près hier. Les Léopards se sont qualifiés dans la douleur. Ouf, nous sommes en demi-finale, un match avec beaucoup de rebondissements. On l'avait dit un peu, parce qu'on ne voulait pas sous-estimer le Nigeria. Le Nigeria qui avait obtenu son ticket hier face au Gabon pour bien évidemment se qualifier en quart de finale. Alors là, nous avons joué un match avec,
on va dire, un problème de gestion, parce qu'on a bien entamé la partie, mais du deuxième au dernier carton, les Léopards se sont distingués par de ratés. Et puis, les mauvais rythmes et les mauvais tempos que le Nigeria a tenté d'imposer à la RDC a failli coûter cher. La preuve, le score était de 74 et 72, un score très serré. Vous avez donc compris que c'était pas facile, mais le plus important était de se qualifier en demi-finale, puisque là, on l'a dit, la RDC est tenante du titre. Donc chaque équipe qui vient jouer face à elle vient avec un moral étoffé pour essayer de ravir ces trophées-là ou élaguer le pays tenant du titre de la course. Mais bon, nous sommes en demi-finale, c'était le plus important. Et aujourd'hui, ces Léopards doivent écrouler une autre muraille pour se qualifier en finale. Disposent-ils des moyens solides ? Oui, dans ce dernier carré, nous allons certainement affronter les Lions de l'Atlas du Maroc. Le Maroc qui a élagué le Kenya en quart de finale, mais bon, c'est pas une équipe aussi, on va dire, pas un poudre de guerre, parce que c'est une équipe de Maroc prénable à mon avis. Si on gérait bien le match, si on travaillait cet aspect des choses, on peut faire quelque chose demain, sauf que Pierrot Ilunga n'a pas beaucoup de répondants sur les bancs. Dès que ses majeurs sont fatigués, il n'a pas d'autre solution, il n'a pas de choix. Vous avez un garçon comme Évariste, peut-être des symptômes de la fatigue. C'est vrai qu'il est souffrant, mais voilà, il s'est donné jusqu'au fond. Le plus important, c'est voir comment rafler la deuxième édition de l'Afro-CAN qui se dispute ici à Luanda. Et puis voilà, la RDC en basketball, depuis un moment, nous montons un peu en puissance, quitte à nous décapitaliser toutes ces énergies pour essayer d'aller coloniser l'Afrique. Vous l'avez si bien dit. Merci Christian Bokaya pour ces informations. Je vous rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Luanda en Angola. Et en football, éliminatoire du mondial 2026, les Léopards sont logés dans le groupe B aux côtés du Sénégal. Les premiers de chaque groupe seront directement qualifiés à la phase finale, alors que les meilleurs deuxièmes vont disputer les barrages. Les Léopards devront aborder ces éliminatoires avec du sérieux de la première journée, estime le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Sambi. Bon, certains disent que c'est un groupe de la mort. Mais moi, je crois que nous montons en puissance et nous pouvons faire face à ces adversaires-là sans problème. Je suis confiant que l'équipe évolue et va évoluer davantage pour se qualifier au prochain mondial. Et je pense, comme nous avons déjà commencé à le faire, nous allons nous y mettre avec l'entraîneur pour que l'aspect technique soit bien arrangé, l'organisation technique d'abord sur place, et puis voir comment préparer des stages de formation, répertorier les joueurs qui sont en forme pour le moment afin que l'équipe soit assez solide pour faire face à nos prochains adversaires. Oh, ça nous fait des bien, c'est le résultat d'un travail d'ensemble. Il y a des héros dans l'ombre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont travaillé dur au sein de la commission pour que nous arrivions à ce résultat-là. Je voudrais tous les remercier les uns les autres pour ce qu'ils ont fait. Place au rappel des titres. Ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de l'assassinat du député national Cherubin Okende, annonce faite par le gouvernement après une réunion sécuritaire jeudi. Le SNCO et les FCC ont réagi à la suite du décès de Cherubin Okende. Ils sont montés au créneau pour condamner cet assassinat. Ce 14 juillet, c'est la fête de la Révolution française. Un défilé militaire est organisé à cette occasion sur la route des Champs-Élysées en présence du président français. Afro-CAN 2023, les Léopards de RDC affrontent aujourd'hui en demi-finale les Lions de l'Atlas du Maroc. Hier, les Fauves congolais ont éliminé le Nigeria au terme d'un score serré 74-72. Restez avec nous pour la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tchamala qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Assassinat de Cherubin Okende, la presse en parle et c'est l'unique sujet de votre revue de presse. Effectivement, Gloria Mbouya, après cette triste nouvelle, les quotidiens L'Avenir, plutôt Forum des As, revient à la charge avec un titre un peu plus affichant qui titre « Assassinat de Cherubin Okende, les premiers
suspects et aux arrêts, annonce Firmin Vondé. Les premiers suspects et aux arrêts Gloria Mbouya. L'arme du crime a été retrouvée dans les véhicules et promet de communiquer sur la suite des enquêtes dans les jours à venir, a annoncé le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé au cours d'une conférence de presse qu'il a animée conjointement hier, jeudi 13 juillet, avec les premiers présidents de la Cour constitutionnelle et les procureurs près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Moukolo au sujet de l'assassinat des chérubins Okende. C'est les procureurs près la Cour de cassation qui a tenu la grande partie de la communication, étant donné que son office s'est déjà saisi de cette triste affaire. Le PG a précisé d'emblée que les investigations sont avancées et qu'elles poursuivent leur cours normal. Il estime qu'il est désormais ex-porte-parole d'Ensemble pour la République a été tué par balle. L'arme du crime a été retrouvée dans les véhicules du défunt député. Ce n'est pas les seuls titres. Également, il y a Congo Nouveau qui titre à sa une meurtre des chérubins Okende, les flous. Eh bien, Gloria, il y a un grand flou. Dans ces dossiers, les corps du porte-parole du parti d'Ensemble pour la République a été retrouvé à l'intérieur d'un véhicule suivant sur l'avenue poids lourd. Selon les services de sécurité, l'ancien ministre des Transports aurait été victime des bandits armés. Les procureurs de la République s'est déplacé tôt dans la matinée pour constater les faits. L'ex-ministre demeurait introuvable depuis mercredi. Dans l'après-midi, selon ses proches, il était attendu hier 13 juillet à la Cour constitutionnelle à la suite d'une convocation relative à la déclaration des patrimoines en tant qu'ancien ministre. Les événements ayant précédé les drames demeurent pour les moments flous. Selon ses proches, Chérubin Okende s'est rendu à la Cour constitutionnelle le 12 juillet. Arrivé sur place, il aurait dépêché son garde du corps Nicolas Kabunda afin de remettre une lettre demandant un report des 24 heures de la convocation. Ce n'est qu'en sortant du bâtiment que son garde du corps a constaté que les véhicules avaient disparu d'un journal à un autre. Le quotidien L'Avenir revient à la charge avec ces titres: assassinat des chérubins Okende, déjà un suspect appréhendé. Tshisekedi, Katumbi, Mouyaya joignent la justice à faire toute la lumière. Et bien, Gloria, après l'annonce de ces malheureux événements, des messages, des condamnations et des condoléances pleuvent de partout. Les premiers, c'est celui du président de la République qui connaît bien Chérubin Okende parce qu'il fut son ministre Félix Tshisekedi a appris avec consternation la disparition dans des conditions tragiques de messieurs Okende. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de l'honorable. La présidence de la République a précisé que le président de la République a joint la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner les coupables. Ce n'est pas le seul message. En outre, il y a également ce message de Moïse Katumbi qui écrit d'emblée où il plutôt parle, que les porte-parole dit: après enlèvement à la Cour constitutionnelle, nous pétrifie mes condoléances à sa veuve et aux enfants. Une enquête indépendante doit être conduite pour que la lumière soit faite. Mais le gouvernement, de son côté, a condamné cet acte odieux et a instruit au service de sécurité de faire la lumière sur ces dossiers. Pour finir, Gloria Mbouya, nous revenons à la charge avec ces titres de la prospérité un peu plus métaphorique. Chérubin Okende, les évêques catholiques exigent la tête des Caïens. Gloria, ce quotidien cite la conférence épiscopale nationale congolaise CENCO qui appelle les autorités congolaises garantes de la cohésion nationale et de la sécurité des personnes et de leurs biens de faire toute la lumière sur ces crimes sauvages et sanglants, d'essayer de mettre la main sur Caïen, l'assassin des chérubins Okende. Ces tabloïds rapportent que les évêques catholiques ont ainsi réagi dans un communiqué de presse publié jeudi 13 juillet à Kinshasa. Et on en saura un peu plus dans les jours à venir. Merci Moïse Tchemala pour ce tour d'horizon. Merci Gloria Mbouya. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellent week-end à toutes et à tous sur Télé 50, surtout sur Espace 50. Prenez soin de vous. Dieu bénisse les RDC.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.